Allez, on va faire l'appel, s'il vous plaît. Je crois que tout le monde est rentré presque. Alors, donnez-moi une seconde. Voilà. Alors, Soua. Oui. Lydie. Lydia. François. Maxime. Présent. Philippe. Présent. Good. Ensuite, on a Steve. Comme je vous vois pas, s'il vous plaît, parce que je... Présent. Steve. Ensuite, donc là, j'ai Steve. J'ai sauté Malik. Malik. Véronique. Présente. Merci, Véronique. Jackie. Présente. Merci, Jackie. Ensuite, Félix Alexis. Ouais, présent. En passant, juste dans même Alexis, on ne prononce pas de S. Là. Alexis. Félix Alexis. Excusez. Très bien, merci. J'en prendrai compte. Pas de problème. Ensuite, Jessica. Daniel. Charles-Étienne. Présent. Merci. Dingwa. Présent. Alors, merci Dingwa. Shopping. Présente. Bien, merci Shopping. Vous entrez. Alec. Félix Geldes Cancino. J'espère que je prononce bien. Ah, lui, il avait des difficultés pour rentrer. Attends, on va voir. Félix, vous n'avez pas réussi à rentrer? Voilà, là, pourquoi il... Je vais l'inviter, peut-être qu'il va rentrer mieux. Voilà. Peut-être qu'il va rentrer, on va voir. Il y a comme quelque chose qui le bloque. Ah. Pourquoi je voudrais l'inviter, tout simplement, il ne me laisse pas l'inviter. Est-ce que quelqu'un peut contacter Félix, lui dire de se déconnecter, de se reconnecter, parce que je peux même pas l'inviter moi-même, je sais pas ce qui se passe. Je vais continuer. Attendez, alors on était à Félix, continue, c'est ça, Khaled, Doha, Alexis Leroux. Est-ce que c'est Alexis aussi, hein? Pas Alexis. Alexis Leroux. Ouais, au Québec général, on ne prononce pas de S. D'accord. Mais là, c'est l'autre Alexis qui m'a parlé, hein? C'est pas le Leroux, hein? Non, effectivement, c'était l'autre. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au Québec général, pour tous les Alexis, là, je pense pas que de S. Merci. Xiaofei. Présente. Merci. Michael. Michael Lucier, toujours pas? Ok. Ensuite, j'ai César. Présent. Bien. Simon. Isabelle. Oui, présente. Merci Isabelle. Frédéric. Présent. Merci. Et puis Valérie. Enfin, Sanad. Présent. Merci. Valérie, vous êtes là?
Non. Ok, alors. Moi, je suis là, monsieur Perez. Excusez, pardon. Michael, je suis présent. Michael Lucier, hein? Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dont j'ai pas dit le nom? Caroline. Caroline. Ah oui, je vous ai sauté Caroline. Pourquoi? Je sais pas. Bonne question. Rappelez-moi votre nom de famille, Caroline, s'il vous plaît. Ça commence par? Par elle, la jeunesse. Ouais, merci beaucoup. Alors, oui, voilà, je suis désolé. Merci, Caroline. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre que j'ai oublié? Bon. Eh ben, écoute, Félix, je sais pas ce qui se passe. Que je veuille le faire rentrer, je sais pas, désolé. Je suis là, monsieur Perez. Ah, t'es là? Oui, merci César, Alejandro. D'accord, donc César t'a informé, ok. Merci, ben oui, j'ai essayé de te faire rentrer, je sais pas ce qu'il y avait. Alors c'est bon, on va commencer. Ok, on y va. On reprend la présentation. Ah non, là, il faut que je la relance. Voilà. Et voilà. Alors, vous voyez, on s'était arrêté à cette question. Qu'est-ce qui se passe quand on ferme un compte général en fidéicommis? Alors, est-ce qu'on n'a aucune obligation? Est-ce qu'on doit simplement en informer la banque? Ou est-ce qu'on doit, en plus d'informer la banque, est-ce qu'on doit transmettre sans délai à l'OACIQ un avis qui comprend certaines mentions qui sont rendues obligatoires par l'article 40 du règlement R4 qu'on est en train d'étudier? Selon vous, d'un point de vue un peu instinctif, si j'ose dire, c'est sûr. Ça serait B. Ouais, en tout cas, c'est sûr que vous avez une obligation et c'est B, parfaitement. Alors, ça, on s'en fout. Ça, c'est parce que quand il y avait les examens à l'époque, on faisait un examen, une formation pour être agent immobilier, puis on passait l'examen, on réussissait. 3 ans après, on pouvait passer l'examen de courtier. Mais l'examen de courtier, avant, il était un peu plus tough, parce qu'il y avait il y avait un cours de comptabilité, au complet, hein. Et là, c'était pour proposer l'écriture comptable. Bon, maintenant, on vous le demandera pas, alors c'est même pas la peine que j'essaye de vous l'expliquer. Ceux qui sont bons en comptabilité, ils pourront très bien comprendre. De toute façon, il y a la réponse. Ok, c'est la dernière. Et puis, les autres, laissez faire. On vous posera plus l'écriture comptable maintenant. Et on arrive au chapitre 3. Voilà, le fonds de financement. Alors, le fonds de financement, je vais aller très vite parce que quand on va changer de présentation, je vais vous faire un récapitulatif sur tous les fonds et les comités qu'on mélange souvent. Donc, les fonds de financement, lui, c'est celui dont on parlait tout à l'heure. Il est alimenté par les intérêts du compte général et il va permettre quoi? Qu'est-ce qu'on fait avec le fonds de financement, rappelez-vous? On achète de la publicité. Oui, on achète tout peu de la publicité en faveur du public. Hein. C'est vraiment protéger le client, le public. Exactement, le public, exactement. C'est ça. Alors, il y a donc un fonds de financement qui est institué, bien sûr, par l'organisme. Vous voyez, c'est ce qui est écrit dans l'article 42. Ça, je vais aller très vite, hein, parce que je voudrais vous faire un récapitulatif de tous les fonds. C'est pas le seul. Mais celui-là, le fonds de financement de l'OACIQ est établi. Donc, et il doit servir notamment à la production et la diffusion d'informations relatives aux droits du public dans le domaine du courtage immobilier et à la promotion de la qualité des services des courtiers et des agents. Voilà l'article 42 du règlement qu'on est en train d'étudier. Il dit qu'il y a un fonds de financement qui est établi et il sert à la production et diffusion
d'information, de publicité relative aux droits du public. L'article 43, ben ça vous n'avez pas besoin de trop, il vous dit tout simplement que la comptabilité de ce fonds est intégrée à la fin dans la comptabilité de l'OACIQ au complet, mais ça constitue une part distincte. L'article 44, maintenant, qu'est-ce qu'on fait des acomptes, soit, je sais comme c'est la période de digestion là, on va tous s'excuser. Il faut qu'on se réveille. Les acomptes qui sont, ils sont mis sur ils sont déduits du prix de vente. Les acomptes, c'est pas les avances, les acomptes, ils sont déduits du prix de vente, non? Ils sont mis en fidéicommis. Oui, mais ça va être quand on va aller chez le notaire, Vous avez oui. Mais là, qu'est-ce qui est important? On est en train de parler du fonds de financement de l'OACIQ. L'OACIQ, lui, il rentre pas dans combien on payait les maisons. Lui, c'est juste une chose. À chaque fois qu'un acheteur a versé un acompte, c'est bien que soit ait dit ça pour que vous voyez, on n'est pas là-dedans, on n'est pas dans l'opération. Là, on est juste dans l'OACIQ. C'est quoi son intérêt? Pour pouvoir faire de la publicité pour les clients, pour le public, il faut qu'il gagne de l'argent par les intérêts de ces acomptes. Donc, ces acomptes qui sont posés dans le compte général, parce qu'il faut qu'ils soient posés dans le compte général, il faut les placer pour qu'ils rapportent des intérêts, oui ou non? Alors, qui va les placer? Est-ce que c'est l'agence ou c'est l'OACIQ? Non, c'est l'agence, je crois. Eh bien, oui, l'agence va les placer, mais en fait, c'est pas l'agence, c'est l'OACIQ. Je vais vous expliquer. Quand on ouvre notre compte, moi je suis l'agence, j'ouvre le compte en fidéicommis, vous verrez quand vous le ferez dans le formulaire d'ouverture du compte à la banque, je donne procuration à l'OACIQ pour qu'elle place l'argent et elle encaisse l'argent. Je parle des intérêts. La compte, il restera toujours dans le compte et les intérêts, ils iront à l'OACIQ. Et l'OACIQ, bien sûr, va placer ces sommes, à votre avis, dans des placements risqués ou des placements sûrs? Ça doit être sûr que c'est des placements sûrs. Eh oui, c'est sûr que c'est des placements sûrs. Elle peut pas risquer des acomptes des clients. Vous comprenez? Alors, c'est ce qu'on dit ici. L'organisme conclut avec les banques, avec les institutions financières chez lesquelles on a déposé les acomptes, donc dépositaires des comptes généraux en fidéicommis, tenus par les titulaires de permis, eh bien, des ententes relatives aux intérêts à payer sur ces comptes et au transfert de ces intérêts au fonds de financement, ainsi que patati patata. Ça veut dire que moi, courtier agissant à mon compte, ou je sais pas, soit vous êtes dirigeant d'agence et vous ouvrez un compte en fidéicommis général pour votre agence. Quand vous versez des acomptes, quand vos clients vous versent des acomptes et vous les mettez sur ce compte en fidéicommis, et moi pareil, eh bien, dans l'ouverture de compte, à la BMO, à la Scotia, il va y avoir des clauses par lesquelles je vais donner à l'OACIQ le droit non seulement de choisir le type de placement où elle les place, mais aussi que les intérêts, quand ils sont gagnés, directement les banques les envoient à l'OACIQ. Heureusement, parce que sinon ça me ferait énormément de travail. Au moins les intérêts, je m'en occupe pas. Moi, je vais surveiller mes acomptes, parce que les acomptes, tu vois, soit tu as raison, les acomptes, ils vont servir à la vente, ils seront déduits. Mais ça n'a rien à voir. C'est plus tard, quand on sera chez le notaire. C'est clair, soit? Oui. Good. Alors donc, voyez-vous, ensuite, on a fini. C'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, sur le fonds de financement. Si vous vous rappelez ça, c'est très bien. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre d'une vue d'ensemble. Et enfin, le comité d'inspection. Je vais vous en dire 2 mots avant de passer à la prochaine présentation. C'est le chapitre 4 qui en parle, de ce règlement numéro 4, comité d'inspection. Qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, on voit, comme d'habitude, l'article 45 nous dit que, l'article 45 nous dit qu'il y a un comité d'inspection et il est composé, alors vous me connaissez, je vous poserai jamais la question combien il y a de membres dans le comité d'inspection, ça jamais. Vous avez vu à votre examen, vous n'avez eu aucune question comme ça. Aucune où je vous demande du par cœur. Ok?
Donc ça, c'est pour vous-même. Le moment venu, si vous avez besoin de savoir, si un jour vous avez un problème, qu'on veut vous inspecter ou quoi que ce soit, ben vous irez lire. Mais à l'OACQ, ça m'étonnerait vraiment qu'on vous pose des questions, combien il y a de membres dans le comité d'inspection, le fait que le conseil d'administration peut nommer un ou plusieurs vice-présidents, etc. Ce qu'on veut savoir, c'est quoi? Quel est le rôle du comité d'inspection? C'est ça qu'on veut savoir. C'est ça que vous devez savoir. Selon vous, c'est quoi le rôle du comité d'inspection? Selon vous, comme ça, instinctivement. S'assurer que tu respectes la loi sur le courtage. Trouver les évidences que tu respectes la loi sur le courtage. Ouais. C'est ça, c'est en plein ça. C'est un tout petit chose, mais je suis sûr que Sébastien l'a bien intégré, c'est que on va inspecter pour s'assurer, comme il dit, qu'on respecte bien la loi sur le courtage. À quoi il sert? Quel est le rôle de l'inspecteur de la maison? Il inspecte la maison, l'inspecteur il inspecte. Est-ce qu'un inspecteur c'est un expert selon vous? C'est pas un expert, c'est un inspecteur. Tu vois, je l'ai fait exprès de vous rapprocher. Ah oui, c'est pas du tout un expert, c'est un inspecteur. C'est visuel, il regarde juste avec ses yeux. Et ben là, c'est exactement pareil. Le comité d'inspection, ben, qu'est-ce qu'il va faire? Il va inspecter quoi? Qu'est-ce qu'il peut inspecter? La comptabilité en fidéicommis, il va inspecter les dossiers et les registres, il va aller inspecter, il va visiter les agences pour savoir si les agences et leurs courtiers, comme dit Sébastien, respectent la loi sur le courtage. Exactement. C'est en plein ça. Alors on vous dit, par exemple, quelqu'un m'avait posé une question l'autre fois sur l'inspection, je sais pas si sur la suspension. Il m'a dit, est-ce qu'il peut y avoir un recours? Et j'ai dit, dans certains cas, quand la condamnation ou la mise en garde ou le conseil vient du comité d'inspection, eh bien, à ce moment-là, quelquefois, le comité d'inspection, c'est pas un tribunal. C'est ça qu'il faut voir. C'est pas un tribunal. C'est un comité d'inspection. Mais quelquefois, il va recommander vivement une formation à suivre. Et quelquefois, il peut éventuellement, à la suite, si jamais le courtier le fait pas, à la suite de ça, il pourrait être suspendu son permis. Alors c'est pour ça que, comme ce n'est pas un tribunal, 15 jours avant la date fixée, là aussi c'est pas la peine de tout apprendre, c'est juste de vous dire que, comme il n'a pas le pouvoir d'un juge, le comité d'inspection, eh bien, il va falloir éventuellement qu'il accepte que la personne à qui il veut imposer une formation n'ait pas d'argument contraire à lui faire valoir. C'est juste pour vous dire attention. Comité d'inspection, ce n'est pas un tribunal. On va voir dans les comités qu'on va étudier, il y en a qui peuvent jouer le rôle de tribunal, mais pas le comité d'inspection. Le comité d'inspection, c'est un comité d'inspecteurs qui vont envoyer des inspecteurs, eux ils y vont pas, mais c'est des anciens inspecteurs en général, ou des gens qui connaissent très bien la loi sur le courtage, et puis ben, ils vont suivre ces dossiers, et puis ils peuvent être amenés à imposer des formations complémentaires, etc., etc. Bon, tout ça, je ne veux pas rentrer dans les détails des 30 jours et des 15 jours, on a fini la présentation. Je vous demanderai jamais c'est quoi 15 jours, 20 jours. Je vous dirai ce que je peux vous demander. Je vous demanderai est-ce que si le syndic rend une décision, est-ce qu'il y a un recours? Ben là, oui. J'ai pas besoin que vous me donniez le délai, mais vous me dites auprès de qui. Je vais vous le préciser. Mais les 10 jours, les 15 jours, les 30 jours et ceci, je vais pas aller là-dedans. Hein? C'est pas intéressant qu'on passe des heures là-dessus. Vous le lisez, et puis le moment venu, dans votre vie, vous verrez. Donc, on a fini notre première partie, on va passer à la deuxième présentation. J'ai déjà vous donné le plan, puis après, peut-être, je vais vous faire une vue d'ensemble. Alors, attendez. Ça me prend l'autre. Alors, c'est pas ça.
Alors, on passe à la PWP4, je crois. Tiens, tout à l'heure, je vous ferai voir les tarifs aussi. Je vais tout de suite la mettre de côté. Vous avez promis que je vous ferai voir. Donc, je vous enverrai d'autres documents tout à l'heure. Et puis, il faut la PWP4. Là, voilà. Bravo. Enfin, bravo. Je dis bravo à l'ordinateur. Hein. Bon, alors on y va. Donc, tout à l'heure, on a étudié le règlement R.4. Maintenant, on va voir rapidement le R2.1. Tous ces règlements, je vous les envoie quand le cours est fini. Hein? Donc, comme ça, vous aurez votre loi et tous vos règlements au complet. Tous. Au fur et à mesure qu'on parcourt le cours, je vous envoie toute la loi sur le courtage qui a déjà été envoyée et tous les règlements. Pour l'instant, vous avez un règlement et aujourd'hui, vous allez en recevoir 4. C'est 3 plus le R. Je sais plus comment il s'appelait l'autre, celui d'avant, vous savez, je les mélange. Alors, on va étudier celui sur les contrats et formulaires en premier. Il est rapide, il est facile et il va vous donner une bonne idée de comment on doit remplir les contrats et les formulaires. Puis après, on voudrait parler du règlement sur le FARCIC et aussi sur les instances disciplinaires de l'OACQ. Donc ça, avant d'aller lire dans le texte, on va voir ensemble qu'est-ce qu'il y a. Normalement, vous avez déjà travaillé ça en fonction de travail et je verrai qu'est-ce qui vous en reste. Et après, on ira voir la présentation et aujourd'hui, il y a des chances qu'on finisse plus tôt. Ok ? Si on est bien ensemble, on finira plus tôt. Alors, je vous montre d'abord le règlement R2.1 qui parle des contrats et des formulaires. Selon vous, de quoi il va parler ? En gros, comment on remplit les contrats et formulaires ? Oui, peut-être, mais pas un par un. C'est les grandes lignes. On va pas nous dire ici contrat de courtage, remplir telle clause. Non, pas du tout. On va pas nous dire ça. On va nous donner des règles générales. Où est-ce qu'on va apprendre à remplir tous les contrats ? C'est dans le prochain cours après les fêtes, en DPA. Alors, on va aller voir le règlement R2.1. Qu'est-ce qu'il dit ? Très important, l'article 1. Tout contrat, et il faut faire la différence entre un contrat, toute proposition de transaction, c'est aussi un contrat, mais pourquoi on l'a appelé proposition de transaction ? On va revoir ça. Ou tout formulaire, donc il va falloir que je vous explique la différence entre ces trois termes, y compris celui qui constate un tel contrat ou une telle proposition relative à une opération de courtage visée à l'article 1 de la loi sur le courtage, doit être complété clairement et lisiblement par un titulaire de permis. Et lorsque ce dernier en complète un de façon manuscrite, il doit le faire à l'encre. Donc on apprend d'abord une chose sur la forme. N'importe quel contrat, et une promesse d'achat, c'est un contrat, y compris toute proposition de transaction, ou même y compris les contrats de courtage. Celui qui est à l'article 1, rappelez-vous, c'est la définition du contrat de courtage. Tous ces contrats doivent être complétés clairement et lisiblement. En plus, si on les écrit à la main, il faut que ça soit à l'encre. Ça, c'est dans la vraie vie. Dans les examens, vous pouvez les faire au crayon à mine. Même à l'OACQ, on vous laisse faire au crayon à mine. Mais dans la vraie vie, ça doit être ou à l'encre, à la main, ou par ordinateur, en formulaire électronique. Ça va ? Maintenant, on va s'arrêter 2 minutes sur les contrats, les propositions et les formulaires. Des contrats, regardez. Il y a plein de contrats dans la vie. Il y a quoi ? Contrat de mandat, contrat de transport, contrat de location. On le sait ça. Mais nous, on est dans la loi sur le courtage. C'est quoi les contrats ? On va appeler contrat la plupart du temps le contrat qui nous lie, nous le courtier, on fait partie du contrat avec le client. Ça, c'est ça qu'on va appeler contrat. Parce que la promesse d'achat, c'est un contrat aussi, mais c'est pas, on n'a rien à voir dedans. C'est entre l'acheteur et le vendeur. Alors, quand on va parler d'acheteur et de vendeur, on va parler plutôt de proposition de transaction, promesse d'achat. Mais on va garder le mot contrat que pour le contrat que le courtier passe avec son client.
Le client signe un contrat avec le courtier pour utiliser ses services. Et il dit, pour tes services courtiers, je te paye 4% ou 5% du prix de vente. Est-ce que ça va? Tout le monde voit la différence qui est dans cet article, mais qu'en fait, un contrat, il y a des contrats de transport, contrats d'affrètement, contrats de mandat, contrats de bail, contrats de vente, contrats de service, tous les contrats du monde, et y compris la vente entre un vendeur et un acheteur, c'est un contrat. Mais on va réserver pour les formulaires, les contrats et formulaires, on va réserver le mot contrat pour tous les contrats de courtage. Donnez-moi des exemples de contrats de courtage que vous connaissez ou que vous imaginez. Contrat de courtage-vente. Contrat de courtage-vente. Ou achat. Contrat de courtage-achat. Je signe un contrat avec ma cliente Soua qui veut acheter une maison. Moi, je lui trouve une maison. On signe un contrat de courtage-achat. Contrat de courtage. Oui. L'échange. D'échange. Oui. D'accord. Mais ça, c'est spécial. Vous avez raison, mais c'est il n'y a pas de formulaire pour ça. On va le mettre de côté, Soua. Ça, je vais vous en parler. Le dernier cours, pas de là, toute la formation, en 5 minutes. Quand je dis ça à mes étudiants, ils ne me croient pas. Et à chaque fois, on règle le problème d'échange en 3 minutes. Alors, on laisse de côté contrat de courtage de Location. location. Tu vois? Voilà des contrats de courtage de sous-location. Encore une fois. Donc, achat, vente, et puis même, il y a des contrats de courtage. Sébastien a dit de vente, mais il n'y a pas un seul de vente. Il y en a un de vente qu'on appelle CCV, contrat de courtage-vente. Lui, il est pour tous les immeubles de moins de 5 logements qui ne sont pas des condos, qui ne sont pas de l'indivision. Si jamais votre client veut vendre un condo, il faut prendre un CCD, un contrat de courtage de copropriété divise. Un autre contrat de courtage-vente, mais on l'appelle pas vente, on l'appelle dividé. S'il veut vendre une indivision, un CCI, contrat de courtage individu. Donc, vous avez compris, tous ces contrats de courtage, ils sont entre le courtier et son client. Ça va? Ce sont tous des contrats de service. On rend service à notre client. Après, il y a ce qu'on appelle des formulaires. Mais le contrat de courtage, c'est un formulaire de l'OAT. Puis au départ, on a des formulaires. On révisera tout ça après les Noël dans le nouveau cours. Mais vous voyez, en haut, si vous me regardez, il y a des formulaires. Si je dessinais un petit arbre, formulaire. Mais les premiers formulaires, c'est les contrats de courtage. Les deuxièmes formulaires, ce sont les autres contrats qu'on appelle souvent les promesses d'achat. C'est des contrats principaux. Mais là, c'est entre acheteur et vendeur. Puis après, il y a d'autres formulaires qui sont souvent des annexes aux contrats principaux. Des annexes, par exemple, je fais une PA, et dans la PA, j'ai tout écrit, j'achète à condition, tout est prévu dans la PA, que j'obtienne le prêt de ma banque, que l'inspection plaide, etc. Et puis j'arrive au bout de la PA, et il manque quelque chose dans la PA. Il manque une condition spéciale, qui n'est pas dans la PA, mais que je peux aller chercher, rajouter en prenant une annexe et en l'attachant à la PA, par un numéro. Je l'attache pas avec une brocheuse, mais en mettant les numéros l'une à l'autre, on sait que c'est comme, tu vois, ma PA a 7 pages, mais là, la page de plus de l'annexe. 8 pages, ou 2 pages de plus. Vous voyez, alors ça, on appelle des annexes. Des annexes au contrat, des annexes à la PA. Ou bien, il y a des annexes au contrat de courtage. Et enfin, dernièrement, il y a des formulaires qu'on appelle ni contrat, ni promesse d'achat, ni annexe. Donc les formulaires, il y a 4 choses. Je vous l'écris pas maintenant parce que c'est pas l'objet de ce cours. Là, ce qu'il faut comprendre, si le règlement sur les contrats et formulaires, il parle de tout contrat, toute proposition, il faut comprendre que, oui, tous les formulaires de l'OACIQ sont divisés en contrats, tous les formulaires en contrats de courtage, qui sont des contrats principaux, promesses d'achat, qui sont des contrats principaux. Aux deux, il y a des annexes qui peuvent se rattacher, des annexes au contrat de courtage, des annexes à la PA, et enfin, il y a d'autres formulaires qui peuvent être joints. D'accord? Alors, voilà, vous avez très bien compris l'article 1. Vous savez que dans la vraie vie, c'est soit à l'ordinateur, soit à l'encre, à la main, et il faut que ça soit clair et lisible. Et encore, quand c'est à l'ordinateur, vous allez voir, regardez. Alors, excuse-moi.
Voilà. Je vais revenir au 3, mais regardez l'article 4. Lorsque le titulaire de permis complète un formulaire, alors là, c'est à l'ordinateur, il doit utiliser un caractère typographique différent de celui utilisé pour les mentions ou stipulations contenues à ce formulaire. Vous savez que le contrat de courtage, vous le remplissez pas entièrement de A à Z, quoi. C'est pas vous qui l'écrivez. On avait dit que c'était un contrat qui est établi par la loi, il est déjà pré-rempli et il vous laisse des zones à compléter et même quelquefois des pages entières où vous pouvez inventer des clauses et tout ce que vous voulez. Mais il est déjà rempli en bonne partie, par avance. Alors ce qu'on vous demande ici, on vous dit attention, si tu utilises l'ordinateur, fais un caractère différent de ce qui est par avance pour que ton client il voie bien ce que tu as écrit. Alors maintenant, on sait tout comment remplir un contrat. Si c'est à la main à l'encre, ça doit être clair et lisible. Si c'est à l'ordinateur, une police, un caractère, une typographie différente de la base du contrat. Et puis j'avais sauté les articles 2 et 3. Attention, on vous dit si tu utilises des abréviations, par exemple SDB, salle de bain, CAC, chambre à coucher, promesse d'achat PA, bref. On te dit, quand tu veux utiliser ces abréviations, tu dois en faire la description complète à la première occurrence, ou alors tu dois le mettre dans une annexe au contrat, ou une annexe au formulaire pour aller vite. Donc vous avez deux choix. Tu veux faire une promesse d'achat, tu veux utiliser des mots CAC, salle de bain et tout, il faut que tu te fasses dans une annexe G ou dans une certaine clause, une petite table de conversion disant salle de bain égale SDB, chambre à coucher égale CAC, promesse d'achat égale PA. C'est très long. Ou le faire à la première occurrence. La première occurrence, c'est que la première fois que tu utilises le mot promesse d'achat, tu vas écrire à la promesse d'achat, puis tu vas mettre en parenthèse PA. À partir de maintenant, dans tout le reste du formulaire, tu pourras dire PA et non pas écrire au complet promesse d'achat. D'accord ? Si tu utilises salle de bain, la première fois, salle de bain, rénovation de la salle de bain au complet, en parenthèse SDB, la prochaine fois, tu utiliseras SDB. Alors, on vous dit aussi, article 3, c'est très important, une mention, si tu écris quelque chose, stipulation, faut que ça soit clair, elle doit pas laisser d'ambiguïté. Il faut jamais laisser de l'ambiguïté parce que qu'est-ce qui va se passer? Ça va mettre en péril la transaction, ça va créer des problèmes. Je vous donne un exemple. À un moment, on met la date dans une promesse d'achat, on met la date de signature chez le notaire. Il n'y a qu'une date, il n'y a pas d'heure. Après, on met une date d'occupation, la date à laquelle l'acheteur va venir occuper la maison du vendeur. Et il y a une heure qui est écrite. Il faut toujours mettre une heure. Tu peux pas laisser vide. Si tu mets vide, ça va être juste la dispute. Tu vas avoir le matin du jour, tu vas avoir le camion de l'acheteur qui arrive plein, et le vendeur, son camion, il est même pas rempli. Ah, mais tu m'as pas dit 8 heures du matin. Ah, moi je pensais que c'était minuit. Donc il faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Je vous ai donné un petit exemple parmi d'autres. Donc on a vu ça pour les contrats et formulaires. L'article 5. Alors attention. Voilà, on va dire, le plus important. Et j'ai remarqué que malgré qu'on en parle au début et qu'on en reparle, en faisant, à la fin, il y a toujours un nombre d'étudiants qui n'ont pas encore bien compris ça. Alors essayez de le comprendre one shot. Je le lis et je vous explique. Une rature à une mention ou à une stipulation contenue dans un contrat, une proposition, en disant un formulaire. Une rature ou une mention, une stipulation contenue dans un formulaire en général. C'est pour ça que j'ai préféré vous expliquer que les formulaires, il y en a de plusieurs types. Doit être faite de façon apparente par le titulaire de permis et le consentement des parties à cette rature doit être obtenu à même le formulaire avant sa signature. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis en train de remplir Soua, elle était en train de remplir la promesse d'achat de Félix avant qu'il signe. Et à un moment, elle fait une erreur quelque part, où Félix change d'avis.
alors soit peut barrer ce qu'elle a mis. On prend pas du blanc, tout ça. Je parle bien sûr quand c'est fait à la main, parce que quand c'est fait à l'ordinateur, on peut sauvegarder des versions draft. Mais quand on fait à la main, tu peux plus. Tu l'as écrit, donc tu as le droit de barrer, de raturer, comme on dit, de rayer au Québec, on dit rayer. Mais ce qu'on te dit, c'est que le courtier doit rayer la mention qui est fausse et faire paraffer, c'est-à-dire mettre les initiales. Il y a un autre mot de initialer, comme on dit, paraffer. C'est ça? Son client, là, par exemple, dans ce cas-là, Félix Geldez Concino, FJC, il doit l'écrire de sa main, juste au-dessus de ce qu'elle a barré. Mais ça, elle ne peut le faire qu'avant la signature. Si jamais elle a signé avant son client, ou son client a signé, c'est fini. On peut plus jamais toucher un formulaire. C'est ça qu'il faut bien comprendre. On peut pas. C'est une question, Sam. C'est beau, là, raturer puis initialiser, mais tu ne sais pas à quel moment tu as initialisé par rapport à l'heure et la date que tu as signé le contrat. Fait qu'il faudrait-tu signer, mettre la date puis l'heure? À la paraphe? Non. Non, on te met pas de date ni d'heure. En fait, on te fait... Oui, mais tu comprends ce que je veux dire? Tu peux raturer à n'importe quel moment. Je sais que si je suis un courtier, j'ai mon permis. Si c'est signé en bas du CCV, j'irai pas dire, bah oui, on peut paraffer telle partie. Mais quand vient le temps de faire un audit par justement des inspections, là, comment ils font pour valider que la rature a bel et bien été faite avant la signature du contrat? Oui, c'est ce que je m'en allais te dire. On part sur c'est tellement important, c'est appris dans les cours, on part sur le fait que, à part ceux qui veulent traverser la lumière, tout le monde va le faire. Maintenant, ceux qui ne vont pas le faire, il y a deux façons de se faire attraper. La première, c'est que si jamais ils font quelque chose vraiment après coup, mais qu'ils ont déjà donné, je sais, ça arrive quelquefois, ils ont déjà donné à leurs clients un exemplaire sans la rature, et puis donc on se retrouve avec 2 exemplaires. Là, ils vont te faire choper les yeux fermés. Mais tout va venir en réalité si le client le sait et le dit. On n'a pas de moyen de savoir s'il a déjà signé, qu'il a rajouté par après. Il n'y a que le client qui va le dire. On peut pas le savoir autrement. Mais si jamais, lors d'une inspection, un inspecteur voit que ça arrive souvent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va peut-être entrer en contact avec les clients pour voir comment ça s'est passé. Tu vois? Donc, on n'a pas besoin d'être plus catholique que le pape, juste la rature avec l'initialisation ou les paraphes, c'est suffisant. C'est ça, mais je te dis, c'est très important, surtout pour l'examen de l'OACIQ. Si jamais dans un examen le client te propose lui-même de faire ça, faut sauter au plafond et dire c'est illégal tout de suite. C'est très important pour l'OACIQ. Voilà. Oui, mais pardon, monsieur Sam, même si, je ne sais pas, il y a eu une petite mésentente entre le courtier et son acheteur qui a accepté d'abord de barrer. Et s'il y a eu une inspection, ça peut retourner contre le courtier. Non, pourquoi vous parlez d'inspection? C'est pas la mention, elle peut être relative à n'importe quoi, pas forcément à l'inspection. La mention, par exemple, on s'est trompé sur. Alors attends, on va donner une chose la plus simple, tout bête sur le prix. Ok, c'était pas 420 000, c'était 418 000 ou 425 000. Bon, c'est sûr, on va rayer avant la signature en bas. Avant, parce que quand c'est signé, le contrat est formé. Tant que c'est pas signé, le contrat n'est pas formé. Tu comprends? Tant que c'est pas signé, on pourrait même presque déchirer. On peut déchirer le contrat, il vaut rien. On va pas le déchirer nous parce que les numéros, quand on achète des formulaires, les numéros
Je vous ai dit, c'est comme au Lotomax, ils nous sont attribués. Mais si un contrat n'est pas signé par personne, c'est pas le contrat. C'est un bout de papier sans vie. Tu comprends? Donc c'est pas que là. Alors là, ce qu'on te dit, c'est il faut pas d'abord signer, parce que si tu signes, ça y est, c'est que le contrat est accepté à 400, est proposé pour 425. Il n'est pas encore accepté, mais il est proposé. Mais ça y est, tu t'es engagé à 425, tu peux pratiquement plus revenir en arrière. Tu as signé un contrat. Je vous fais sauter au plafond, mais j'ai pas dit tu ne peux pas revenir en arrière. J'ai dit c'est très difficile de revenir en arrière. Parce que quand tu as signé devant témoin, devant un courtier, nous on est comme un peu essayé de penser, on est comme des assermentés. Comment on appelle ça, ceux qui sont assermentés en justice? Un petit peu. On est témoin, on voit le client, c'est là-dessus que ça se base, aussi, l'immobilier. Courtier à courtier, on se donne des paroles entre nous, des fois on se téléphone juste. Tu vois, soit. Alors, rappelez-vous de cette règle. Avant de signer, je peux faire ce que je veux. Et une fois que c'est signé, je peux plus. Est-ce qu'on peut modifier quelque chose? Oui, mais ça dépend. Et pas pas sur la feuille elle-même. Ça va nous prendre un formulaire pour modifier. Un autre formulaire pour modifier un formulaire. Pour modifier un formulaire, on le fait jamais à la mitaine. Une fois qu'il est signé, jamais. Tant qu'il n'est pas signé, oui, on peut barrer, mettre quelque chose, mettre les paraphes, mais quand il est signé, c'est fini. Ça va prendre un formulaire pour modifier le formulaire. Bon, alors, donc c'est ça qu'il faut savoir pour l'instant. Tu vois, là aussi, ce qu'on vous dit, c'est que si on veut faire une modification à un formulaire, eh ben, on doit le faire avec, en gros, un autre formulaire. On vous dit aussi que si vous remplissez un formulaire, que ce soit un contrat, une proposition de transaction, il faut toujours laisser le temps à la partie, à l'autre partie ou aux parties d'en prendre connaissance et de répondre à leurs questions. Et on nous demande pas de lire le formulaire au complet. On nous demande pas ça. On nous demande de répondre, mais de le donner et de répondre. Tu vois, voilà ce que je disais tout à l'heure à Sébastien. Le titulaire de permis ne doit faire aucun ajout, aucune modification ou rature sur un contrat, une proposition de transaction au formulaire, après que l'une des parties, une seule, ait apposé sa signature sur ce formulaire. Bon. Alors ça, on vous dit aussi que normalement, mais on va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais il faut que vous sachiez qu'il y a des formulaires obligatoires. Et j'ai pas lu ce que m'a dit Jessica, mais je suis content qu'elle soit là. J'espère que tout va mieux. En tout cas, je l'ai vu passer un petit coréen. C'est bien, Jessica, vous êtes là, pas de souci. Ce que je voulais vous dire, c'est vous dire, vous verrez qu'il y aura ce qu'on appelle des formulaires obligatoires et des formulaires recommandés. Faites attention à ça, on y reviendra. Oubliez, ne regardez rien, n'écrivez rien. Je vais vous poser des questions instinctives. Sébastien, t'as pas le droit de répondre. Je crois qu'on a vu ça dans l'autre cours. Ben toi, t'as réussi les autres cours. Tu te rappelles, t'as très bien réussi, DPA. Ouais, il n'y a aucun problème. Alors, Sébastien, il n'a pas le droit de répondre, d'accord. À la fin. Alors, attention, je vous pose la question. Je suis courtier du vendeur. Est-ce que le vendeur est obligé de signer un compte? Est-ce que le formulaire de contrat de courtage, vente, est obligatoire? Oui. Oui. Alors, attention, je vais vous redécomposer la question. Est-ce que, dans ce cas-là, où je voudrais vendre la maison d'un vendeur, je voudrais l'aider à vendre sa maison, est-ce que l'utilisation d'un formulaire est obligatoire? L'utilisation d'un formulaire? Oui.
Et est-ce que ce formulaire doit obligatoirement être le formulaire de l'OATIQ? Oui. Oui. C'est oui, oui. Attention, c'est deux oui. Attention, je change maintenant. Je suis le courtier d'un acheteur qui veut acheter une maison. D'accord? Est-ce que l'utilisation du contrat de courtage achat est obligatoire? Non. 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 On peut faire, les clients acheteurs, ils disent non, moi je signe pas de contrat de courtage verbal et encore. On appelle ça que on agit on agit pour lui parce qu'il nous a demandé d'agir pour lui. Notre client, on le représente soit parce qu'on a signé un contrat de courtage avec lui, soit parce qu'il nous a demandé d'agir pour lui. Donc tu vois bien que là, contrairement à la vente, je peux m'occuper d'un acheteur et il n'est pas obligé de signer un contrat de courtage avec moi. Alors qu'un vendeur, il n'a pas le choix. S'il ne signe pas de contrat de courtage, je n'ai pas le droit de m'occuper de lui. Tu comprends? La loi sur le courtage, elle pèse sur moi. Elle pèse pas par le vendeur. Mais si le vendeur, il veut pas signer un contrat de courtage-vente avec moi, et en plus, celui de l'OATQ, j'ai pas le droit de m'occuper de lui, il ira faire du proprio ou ce qu'il veut. Alors qu'un acheteur, lui, non. On peut très très bien, je peux travailler pour lui. Donc l'utilisation du contrat de courtage n'est pas obligatoire. Par contre, si on décide de signer un contrat de courtage, moi et mon acheteur, est-ce que le formulaire de l'OACIQ, d'après vous, il est recommandé ou obligatoire? Obligatoire. Recommandé. Il est obligatoire. Vous voyez la différence? Et je vais vous donner un dernier cas, et vous allez voir que quand on dit obligatoire, tout ça, il faut savoir, est-ce qu'on parle d'utilisation de formulaire? À votre avis, un contrat de courtage hypothécaire, imaginons que je sois courtier hypothécaire, et il y a, je sais pas moi, Xiaofei qui vient me voir pour lui trouver un prêt dans une banque. Voilà, c'est l'emprunteuse. Est-ce que la loi, jusqu'à 2020, parce que maintenant, mais c'est pareil, mais disons, jusqu'à 2020, quand ça dépendait de la loi sur le courtage, est-ce que la loi sur le courtage obligeait à signer un contrat de courtage comme le contrat de courtage-vente immobilier ou pas, au choix, comme le contrat de courtage achat, à votre avis? Est-ce qu'il y avait obligation d'utiliser un contrat de courtage hypothécaire? Non. Oui. Comme le contrat de courtage-vente? Oui. Maintenant, attention, est-ce qu'on était obligé d'utiliser le modèle de contrat de courtage de l'OACIQ? Eh ben non. Non. Et tous les cas là, dans les trois. Non, pourquoi? Vous le comprenez très bien pourquoi. Parce que très souvent, les multiprêts, hypothécas, tout ça, tu sais, j'allais dire une bêtise, comme disent les Français, c'est pas très sexy de voir OACIQ, hein. On préfère voir hypothéca, on préfère voir multiprêt, tu comprends? Donc vous avez tous les cas. Utilisation obligatoire, formulaire de l'OACIQ obligatoire, oui, oui, contrat de courtage-vente immobilier. Utilisation non obligatoire, mais contrat de l'OACIQ obligatoire, c'est-à-dire non oui, c'est le contrat de courtage achat. Et maintenant, utilisation obligatoire, mais formulaire au choix, non oui. Oui, 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 non, non, oui. Vous voyez? Alors je vous dis ça maintenant, pourquoi? Parce que qu'est-ce que nous dit l'article 11? C'est lui qui va nous dire qu'est-ce qui est obligatoire et qu'est-ce qui est recommandé. Il te dit très facilement, si tu veux savoir qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui est recommandé, tu vas sur le site de l'organisme, de l'OACIQ, et effectivement, je sais pas si vous avez vu cette classification, mais moi de toute façon, je vous ferai des cahiers de formulaires, il y en a 5 avec je les ai rassemblés en obligatoire, recommandé à part, spécial. Tous les obligatoires qui concernent le contrat de courtage, premier cahier, deuxième cahier, tous les recommandés qui concernent les contrats de courtage, et pareil 4 et 5 pour les promesses d'achat, et au milieu c'est la location et le curateur public. En tout cas, comment savoir qu'un formulaire est obligatoire? On va le voir dans le site de l'OACIQ. Bon, ben on se rappelle que toujours, si on doit toujours donner un exemplaire signé aux parties concernées. Après, là, on vous dit qu'est-ce qu'il doit y avoir
les mentions qu'il y a dans, mais ça, on s'en fout parce quand on apprendra à les remplir, c'est sûr que dans un contrat, il y a l'identification des parties. C'est sûr qu'il y a l'objet et la durée du contrat. C'est sûr que s'il est exclusif, on va le dire. Et puis, tous les contrats, les formulaires, il n'y a plus de formulaires de contrat non exclusifs. Avant, il y en avait. Maintenant, ils sont toujours exclusifs. Mais on peut les rendre non exclusifs. Justement, en les rayant et en mettant des... Mais il n'y a pas de formulaire tout seul qui s'appelle contrat de courtage tout seul. Tous les contrats de courtage sont exclusifs. Attention à une chose très importante. Selon vous, un contrat de courtage. Regardez, moi je suis courtier, j'ai Jessica qui est ma cliente, courtier, et elle a une maison, elle m'a choisi pour inscrire la maison. Et d'après vous, le contrat, une fois que je l'ai signé avec elle, est-ce qu'il est révocable ou irrévocable? On a dit révocable. Ça dépend si on a mis une clause. C'est ça. Mais si on n'a rien mis, il est irrévocable jusqu'à la durée du contrat. Non, il est révocable parce que c'est un contrat de consommation, de service de consommation. Bravo, soit exactement, vous avez bien retenu votre cours de droit. Et bien sûr, comme c'est un contrat de service mais de consommation, alors il est révocable à tout moment. Donc par défaut, il est révocable. Si on veut le rendre irrévocable, il faut mettre une mention spéciale. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce que s'il est révocable, la première des choses, ça vous avez dû aussi le voir en fonction de travail, c'est que, donc il peut être révoqué à tout moment. Si on le rend irrévocable, il n'en demeure pas moins que malgré qu'on l'a rendu irrévocable par la mention, il sera quand même révocable les 3 premiers jours. C'est ce qu'on appelle le droit de dédit. Donc, au début du contrat, un contrat est toujours révocable les 3 premiers jours. Avant, on pouvait même enlever ces 3 premiers jours. On ne peut plus renoncer à notre droit de dédit. Maintenant, tu signes un contrat le premier jour, 1 plus 2, 3, 4, si ce n'est pas des jours fériés, tu peux le révoquer jusqu'au 4. À partir du 5, tu ne peux plus le révoquer. Et si tu l'as mis... Les fins de semaine comptent, M. Perez? Oui. Les fins de semaine comptent? Non, les samedis, dimanches, c'est des jours qu'on considère comme fériés. Mais attention, s'il vous plaît, rappelez-vous de ça. Cette règle que je vous donne, elle n'est que pour le droit de dédit. Elle n'est pour rien d'autre. On va faire plein de délais. Si jamais il y a une particularité, je vais vous le dire. Sinon, tous les autres délais qu'on va parler, on compte jamais les jours fériés. On prend en jour calendaire. Mais le droit, c'est-à-dire, on s'en fout que ça tombe un samedi ou un dimanche. Mais le droit de dédit, on compte le premier jour, le deuxième jour. Si le 3e jour tombe un samedi, il est reporté au dimanche, qui lui-même est reporté au lundi. Si le lundi est le lundi de Pâques, c'est reporté jusqu'au dimanche. On s'entend bien? Il n'y a que le dernier jour du droit dédit qu'on reporte, samedi, dimanche, jour férié. Voilà, c'est pratiquement le seul délai comme ça. Il y en a un autre, mais pour l'instant, rappelez-vous, c'est le seul. Voilà. Surtout dans le contrat de courtage, c'est le seul. Dans la promesse d'achat, il y a un autre délai qui n'est pas de rigueur, mais je vous en parlerai le moment venu. Par contre, tous les autres délais, rappelez-vous, l'inspection, tu as signé le 1, le premier, pardonnez-moi, avec une clause d'inspection de 10 jours, tu comptes 1 plus 10, 11. Tu n'as pas besoin de savoir si c'est samedi, dimanche, la Saint-Nicolas, ou tu comprends, ou le vendredi saint, ou le lundi de Pâques, non. 1 plus 10, 11. Le financement, 15 jours, 1 plus 15, 16. C'est tout, jusqu'au 16. Après, c'est mort. Ça va? Alors, c'est ce que je vous ai dit ici. Bien sûr, on dira s'il est résiliable ou pas. Bien sûr, le prix de vente, les conditions de vente, tout ça. Bon, comment le courtier sera rétribué. Mais tout ça, on verra ça dans les contrats et formulaires après Noël. D'accord? J'essaie juste de voir ici s'il y a quelque chose de spécial. Mais tout ça, c'est les clauses qui figurent. Je passe vite, si vous voulez. Vous voyez, regardez, il est interdit à un courtier d'inclure dans un contrat une stipulation, c'est-à-dire une clause lui-même, lui permettant d'être payé avant les services qu'il s'est engagé à rendre soient rendus.
vous rappelez tout à l'heure, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, si j'ai donné à Véronique 500 ou 600 dollars pour la publicité, non, je m'excuse, c'est Véronique. Non, c'est moi le vendeur, oui, c'est moi le vendeur, vous étiez ma courtière. Donc, si je lui ai donné 600 dollars en lui disant, Véronique, je suis prêt à payer telle publicité, ben, elle peut pas prendre cet argent. Elle le met dans le compte en fidéicommis, son agence le met dans le compte en fidéicommis, et quand elle a fait la visite libre en plus, ou qu'elle a fait paraître l'annonce dans la Gazette, alors là, elle peut sortir l'argent. Vous retrouvez ces clauses là, si vous les lisez. Ah, ça c'est très important, il faut que vous le sachiez. Qu'est-ce qui se passe si quand vous remplissez le contrat de courtage, là on parle du contrat de courtage, vous oubliez de mettre la durée? Eh bien c'est très simple, il faut faire très attention à ça. Au bout de 30 jours, il meurt. T'as oublié de mettre la durée? Ben tant pis, 1 mois. Le contrat dure 1 mois. Donc, il faut faire très attention à ne pas oublier ça. Bien sûr, si votre client vous aime bien et tout, vous allez faire une modification. Vous allez me dire, ben, on fait une modification. C'est pas grave, j'ai oublié. Oui, mais imaginons que tu as oublié 2 ou 3 choses, ton client, il va prendre peur. Il va dire, il sait même pas remplir son contrat. Tu comprends ce que je veux dire? Il va dire, non, moi, je laisse faire. Et il est dans son droit. Et vous n'avez pas mis de date, et ben, c'est 30 jours. La loi, elle l'a dit. Il ne peut pas forcer ton client à quoi que ce soit. Puis le client, tout est beau le jour même. Je vous l'ai dit. Comme quand on prend l'avion, on nous donne le champagne, les hôtesses de l'air au début. Puis une fois qu'on est parti, ça bouge et on n'est plus tellement content. Donc ton client, en 1 semaine, il peut être transformé en quelque chose. C'était une invitation à boire le café. Je continue. Faites attention, tout ce qui apparaît au contrat ne peut être utilisé que par rapport, en fait, c'est ce que je vous disais, tu peux l'utiliser que par rapport à ce que tu as besoin pour rendre service au client. Sinon, il faut assurer la confidentialité des informations. Bon, tout ça, vous allez le lire un petit peu tranquille. Je vous donnerai à lire ça tranquillement avec votre verre de vodka. Et puis, moi, ce que j'aimerais, je vois juste qu'il y a quelque chose d'important. Ça ne veut pas dire que tout est important, mais si on lit chaque clause, on n'a pas fini. Voilà, là encore, c'est répété, tu oublies de mettre la date, c'est répété 2 fois dans la loi et sur les règlements, et 30 jours. Et regardez, ça c'est un bel article. À défaut d'avoir conclu un contrat, visé à la présenter, le titulaire de permis ne peut réclamer ni recevoir aucune rétribution de la part de la partie qu'il représente. Elle est forte, elle est violente cette phrase. C'est-à-dire, j'ai une cliente, Madame Soua, qui veut acheter un immeuble, maison. Je suis son courtier. On n'a pas signé de contrat de courtage. Elle m'a demandé d'agir pour elle. Celle qui m'a demandé. Et puis, je trouve un immeuble, je signe un contrat avec elle. Hein. Je n'ai pas dit si je signais ou pas. Non, j'ai pas signé de contrat avec elle. Je m'excuse. J'ai pas signé de contrat avec elle. Et donc, je pourrais jamais aller lui réclamer une rétribution. Jamais. Et je peux pas. Alors après, bien sûr, je compte la plupart du temps sur le fait que le courtier inscripteur va me donner la moitié. Mais c'est vrai que je suis bien couvert par là, mais des fois, il peut y arriver des problèmes. Mais il faut absolument signer un contrat de courtage pour être sûr d'avoir une rétribution. Il y a une deuxième condition. Si on est courtier inscripteur, il faut pratiquer une mise en marché. Il faut offrir une mise en marché au client. Si on ne lui offre pas une mise en marché, on n'a pas droit à la rétribution. On va devant le juge, il donnera raison au vendeur pour pas nous payer la rétribution. Bon, tout ça c'est pour l'hypothèque, on laisse tomber, ça nous